Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Loïc Le Floch-Prigent. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes un ancien grand dirigeant d'entreprise. Vous avez été notamment à la tête d'Elf Aquitaine, Gaz de France, la SNCF. Vous êtes spécialiste des questions énergétiques et plus largement, vous avez un regard acéré, lucide sur la situation de notre pays, de notre puissance ou impuissance dans différents domaines, notamment dans l'industrie qui occupe l'actualité ces derniers jours. Et puis nous évoquerons aussi l'image que la France renvoie en ce moment dans le monde. Pour vous interroger, Loïc Le Floch-Prigent, mes camarades, Stéphane Dupont des Échos, bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bock-Côté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Alors Loïc Le Floch-Prigent, je l'ai dit, vous avez dirigé de grandes entreprises, vous avez aussi énormément voyagé avec donc un regard large sur la situation du monde et donc sur la place de la France. Comment décririez-vous en quelques mots, en introduction, la situation ou l'état de notre pays selon vous aujourd'hui? Ça me rend triste parce qu'on est en plein drame, parce que on ne fait pas ce qu'on dit. Et par conséquent, les Français d'abord, mais aussi l'ensemble du monde, regardent bien que la réalité de la France, c'est-à-dire un endettement fou, un déficit commercial abyssal, et un déficit public qui continue. Donc on ne prend aucune des mesures qu'il faut, tout en disant qu'on fait le maximum, qu'on fait des tas de choses. Ah, oui, mais on ne fait pas l'essentiel, à savoir qu'on ne redresse pas le pays. Et donc à certains moments, il y a des gens qui redressent les pays en disant ben voilà, je prends les réalités et je les mets en place et je fais quelque chose, en particulier l'industrie, l'énergie, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et là, ce n'est pas fait. C'est dit, il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas d'acte. C'est-à-dire que l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Et moi, comme je suis industriel, je regarde le produit qui sort. Je ne regarde pas la parlotte qu'on a fait au départ. Je regarde, est-ce que mon produit, un, est de qualité, deux, est-ce qu'il est vendu? Si jamais il n'est pas de qualité, il risque de ne pas être vendu. Mais même s'il n'est pas de qualité et qu'il n'est pas vendu, ça ne... Donc, depuis quelques années, que des paroles. Que des paroles. Souvent. Et des paroles qui sont très... qui peuvent être justes ou pas justes. Enfin, disons que ça, ça regarde chacun. Vient de faire une réforme des retraites qui est très impopulaire, contre l'avis de l'immense majorité de la population. Vous pensez que Ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet. Le sujet n'était pas sur ce programme des retraites. Alors j'en veux à tout le monde dans cette affaire. C'est-à-dire j'en veux aux chefs d'entreprise qui n'ont pas dit leur point de vue sur les retraites, à beaucoup de gens autour. Mais les problèmes des retraites n'est pas celui-là. Le problème des retraites, c'est d'abord de savoir quelle est la place du travail à l'intérieur de notre pays et comment il va se développer, qu'est-ce qu'on va faire pour développer le travail et l'activité. C'est ça le sujet. C'est difficile de faire des réformes, ce que vous appelez de vos voeux, contre l'avis d'une population. Est-ce que le problème, le problème, c'est de savoir ce qu'on dit à la population. Qu'est-ce qu'on a dit à la population sur quel travail on veut faire et quel est le cap? Quel est le cap? On a dit la vérité, la réalité de la situation? Non, mais non. C'est pour ça que la population sait qu'on n'a pas dit la vérité. Par conséquent, elle dit, mais bon, où est-ce qu'on va? Et expliquez-moi quel est le cap. Et le cap dans le domaine industriel, je voudrais bien le connaître. On va en discuter, j'espère, aujourd'hui. Mais moi, je ne le connais pas. Alors, vous posez un jugement sévère. Oui. Laurent Wauquiez, il y a quelques jours à peine, dans Le Point, utilise un terme fort pour parler de la situation de la France. Il dit qu'elle est en décadence. Est-ce que c'est un terme que vous reprendriez à votre compte? Oui. De déclin, décadence. Moi, d'une façon générale, je vois la paupérisation du pays. C'est-à-dire que je vois des gens qui, il y a quelques années, étaient capables de dire « je fais 3 repas par jour », et aujourd'hui, je vois des gens qui font 1 repas par jour. Voilà. Ça, c'est une réalité, et c'est pas la peine de me raconter d'histoire. Moi, il se trouve que je continue à être industriel. Je suis dans des PMI que je préside, donc je vais voir les gens sur place et je me rends compte qu'effectivement, les gens travaillent, et les gens n'ont plus les moyens de vraiment vivre compte de leur travail. Et ça les affole, et c'est ça le sujet. Alors maintenant, on leur a dit, voilà, on va résoudre le problème des retraites. Comment? Avec de l'arithmétique. On a fait une réforme arithmétique. C'est pas ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'une vraie réforme et dire qu'est-ce qui va nous arriver? S'il y a beaucoup moins de travail,
Alors on est en train de vous dire, non, il y a des robots partout, il n'y a plus de travail, on va faire le revenu universel. Bon, qu'est-ce que c'est le revenu universel? C'est le RSA? C'est quoi? C'est ça le sujet. Donc il faut revenir au vrai sujet. Alors, essayons de revenir au vrai sujet, puisque l'un des indicateurs de bonne forme d'un pays, quand même, ça reste son industrie. Et cela, ça vous parle énormément, Loïc Le Floch-Prigent. Le gouvernement met en avant, malgré tout, l'effort de réindustrialisation, ce mot qu'on ne cesse d'entendre depuis des années, qui serait en marche, ce que dénonce et dément l'opposition. Mais où est la vérité? Moi je suis ni dans la majorité ni dans l'opposition, c'est pas mon sujet. Mon sujet, je suis industriel, et ce que je vois, c'est une méconnaissance profonde du politique, de ce qu'est l'industrie. L'industrie, ce n'est pas de mettre de l'argent n'importe comment, n'importe où. C'est pas ça. De dire c'est vert, c'est pas vert, c'est pas ça. L'industrie, c'est à un moment des gens qui ont envie de faire quelque chose et qui peuvent ou qui peuvent pas. Alors, soit ils sont... aujourd'hui, on dit, on va vous aider. D'abord, il faut essayer de ne pas empêcher. Bon, aujourd'hui, les gens qui veulent faire des choses sont empêchés. Sont empêchés par les administrations, par les militants des directions régionales de l'environnement, par les textes, les normes, etc., par le fait qu'ils ont des contrôles dans tous les sens, etc. Ils sont empêchés. Donc mes directeurs de site, puisque j'ai des directeurs de site, ils se sentent empêchés. On leur dit, ben non, il y a telle administration qui va arriver, qui va faire ci ou ça. Bon, quand quelqu'un a envie de sortir de la maison, on fait une rupture conventionnelle, et s'il y a un abandon de poste, en principe, c'est assez facile. On dit voilà, une fois, deux fois, trois fois, ils sont pas là, ben, abandon de poste. Maintenant, on a rigidifié l'ensemble de cette affaire, en disant qu'on simplifie. À chaque fois, on dit qu'on simplifie. La simplification, c'est un millefeuille supplémentaire. Donc, ils sont aujourd'hui empêchés. Alors, d'abord, on n'empêche pas. Et puis après, on dit, est-ce qu'on aide ou est-ce qu'on n'aide pas? Et je pense que l'essentiel, c'est de savoir quelle est la volonté du chef d'entreprise de réaliser quelque chose ou pas. C'est ça le sujet. Le sujet, est-ce que vous avez envie ou pas? Alors aujourd'hui, par exemple... Depuis le début de ce quinquennat et même le précédent, le ministre de l'économie met en avant une politique de l'offre tournée vers les entreprises, en faveur des entreprises. C'est un gouvernement pro-business, comme il se vante lui-même. Mais pro-business de quoi? C'est-à-dire qu'on continue à définir l'industrie comme quelque chose qui est sale, qui est pas bien et qui pose des problèmes. C'est ça la réalité. Et ça, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque j'entends qu'on va faire de l'industrie verte et qu'on va donner de l'argent à l'industrie verte, qu'est-ce qui est vert? Est-ce que l'éolien, c'est vert? Ben, la pale d'éolienne, elle n'est pas verte puisqu'elle ne peut pas être recyclée et on l'enterre. Donc elle n'est pas verte. Bon, si jamais je prends le bilan carbone de l'ensemble solaire, éolien, voiture électrique, c'est pas bon. Le bilan carbone n'est pas bon. Alors c'est vert ou c'est pas vert? Le concept d'industrie n'est pas compris. Mais vous avez une formule importante. Vous dites finalement d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire. Est-ce que c'est la fonction de l'État? Ça devrait être en ce moment. De quelle manière pourrais-je ne pas nuire? Pourrais-je simplifier la vie? Ne pas empêcher et essayer d'avoir des fonctionnaires qui ne sont pas des militants politiques anti-industrie, c'est déjà pas mal, et de regarder dans la forêt des normes quelles sont les injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on prend une norme, et puis on prend une autre norme, et puis on dit, non, c'est pas celle-là. Vous avez vu, par exemple, lorsque vous avez voulu, vous avez dit, on ferme Fessenheim. Très bien, on ferme Fessenheim, c'est pas bien, et je pense qu'il faut rouvrir. Très bien. Mais on dit, on va mettre autre chose à la place de Fessenheim. On met une mission à Fessenheim pour regarder ce qu'on va faire comme industrie. Et puis, le jour où il y a des gens qui disent, oui, j'ai envie d'être là, on leur dit, ah non, il y a la loi climat et résilience, vous n'avez plus le droit d'artificialiser les sols, par conséquent, vous ne pouvez plus être là. Puis on dissout la mission, on s'en va. Vous êtes en train de décrire un gâchis français. Un gâchis complet. Un gâchis complet, c'est-à-dire qu'on croit que mettre de l'argent, ça va résoudre tous les problèmes. Non. D'abord, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient envie de faire quelque chose. C'est ça le sujet. Et quand j'ai fait le livre Capitaine d'industrie, j'ai expliqué comment, en 1945 et dans les années qui ont suivi, les gens avaient envie de faire des choses, et puis à un moment, il manquait d'argent, et d'autres, les financiers, l'État, se sont mobilisés pour arriver à le faire. Mais Dassault ne pouvait pas arriver tout seul à faire ce qu'il a fait, parce qu'il était contre la meute. Mais il a réussi parce qu'il avait envie. Loïc Le Floch-Prigent, tous les discours d'Emmanuel Macron ces derniers jours, jeudi, le déplacement de vendredi à Dunkerque, selon vous, il fait complètement fausse route? Il est hors sol, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'industrie. Il ne sait pas comment l'industrie se développe. L'industrie ne se développe pas comme ça. Ne se développe pas avec l'argent et avec l'aide,
avec des subventions, avec des gens intelligents qui disent faites ci ou faites ça. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose parce que mes clients me le demandent. Par conséquent, je vais faire un produit parce que mes clients le demandent. Et qu'est-ce qu'il demande le client aujourd'hui? Il demande que le produit éventuel soit recyclable, que l'usine soit bien tenue, il demande des tas de choses. Moi, j'ai des audits de mes clients à l'intérieur des usines que je dirige, et ils disent, voilà, là, c'est pas bien, parce que j'ai besoin de dire pour mes clients que vous travaillez de telle et telle façon. La C'est volonté, ça. le cap, et puis après l'argent. Et puis en note, vous Après avez l'argent. dit, Mais après- le président ne connaît pas l'industrie. On va Non, voir. il connaît pas. Et le pays, on vous posera la question dans quelques instants. Très bien. Vous qui avez aussi connu différents présidents de la Oui, République. c'est ça. qui travaillent Depuis avec Pompidou. Eh oui, depuis Pompidou. Donc c'est toute une histoire de la Ve République à travers vous également. Loïc Le Merci. Floch-Prigent se retrouve dans quelques instants. Et merci de nous suivre en ce dimanche avec notre invité Loïc Le Floch-Prigent. Il est toujours en prise avec l'industrie, avec des entreprises. Il a été un grand capitaine et à la tête de grandes entreprises, Elf Aquitaine, Gaz de France, SNCF. Nous parlons depuis tout à l'heure, Loïc Le Floch-Prigent, de l'industrie, de l'état de notre pays. Parlons aussi de ceux qui dirigent tout cela, les élites politiques, administratives. Est-ce qu'elles mesurent justement la valeur de l'industrie, l'importance de l'industrie dans un pays tel que le nôtre, selon vous? Je pense qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, parce qu'on s'aperçoit que le fait d'être passé de 20% du PIB à 10% du PIB nous met dans l'embarras. Donc on se rend bien compte qu'il y a un sujet. Bon, alors on en parle. Mais culturellement, on continue à être sur l'idée que l'industrie, c'est quand même pas très bien et que vraisemblablement le capitalisme est là derrière et va orienter les gens pour faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Bon. Et là, on a une vision de l'industrie complètement erronée. C'est-à-dire que les grands prédateurs capitalistes, bon, c'est d'abord des grands financiers qui ils font leur travail, c'est très bien. Mais l'industrie, ce n'est pas ça. Il y a la grande industrie, Renault, Peugeot, Airbus, etc. Et puis il y a une pluie de sous-traitants, et disons que 85% de l'industrie française est dans les mains de PMI plus ou moins importantes, aux alentours d'entre 10 et 100 personnes. Et c'est cette industrie-là dont on parle, dont il faut parler. Et cette industrie-là, elle est liée aux clients, est lié aux produits et lié à l'innovation. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train d'innover et de faire en sorte que les process soient améliorés et que les produits soient améliorés, que la qualité soit Et comment est-ce que vous expliquez ce désamour des Français pour l'industrie, ce décrochage? C'est culturel, c'est-à-dire qu'on a, effectivement une éducation. Ou les élites, c'est pas la même chose. Hein. Les Français sont peut-être attachés, j'allais dire, à leur industrie, et peut-être que les élites autoproclamées, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes, et en particulier, il y a deux France différentes aussi, avec l'éducation nationale qui n'aime pas l'industrie et qui la monte du doigt, et les Français qui travaillent dans l'industrie et qui disent non, c'est important parce que c'est mon job qui est là. Oui. Donc, et les commerçants qui disent une fois que l'industrie a disparu du village ou de la ville, à ce moment-là, mon commerce disparaît et la ville disparaît. Hein, on a dans l'agglomération dans laquelle j'ai habité dans mon enfance, c'est-à-dire le fait d'avoir supprimé une usine à un moment a conduit à la disparition de la moitié de l'agglomération. Bon, alors, c'est encore plus visible si vous allez aux États-Unis avec des centres comme Cleveland, vous apercevez qu'il y a 3 ou 4 quartiers quasiment disparus, il n'y a plus que des SDF dedans. Mais permettez-nous d'insister. Vous nous dites qu'il y a un problème culturel peut-être en France par rapport à l'industrie, mais est-ce que c'est aussi un gâche, je reprends vos mots, de la classe politique? La classe politique. Et à quel moment la classe politique a-t-elle décroché des réalités industrielles du pays? Vous évoquiez de Pompidou à aujourd'hui. À quel moment reconnaissez-vous le décrochage? C'est puisque Mme Mabrouk m'a demandé ce que j'écrivais aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, j'écris sur l'endroit ou le moment du décrochage. Et pour moi, le moment du décrochage, c'est lorsqu'on fait... on fait de l'idéologie en politique, on dit des choses qu'on ne fait pas forcément, etc. Donc il y a un cynisme politique évident. Mais il y a un moment où on ne croit plus à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on est dans le déni complet.
Et ce déni est arrivé, pour moi, en 97. C'est-à-dire, Pourquoi le datez-vous à ce moment-là? parce que énormément de phénomènes sont arrivés à ce moment-là. Il y a eu l'arrêt de Superphénix, c'est-à-dire... C'est la cohabitation, ça veut dire, c'est l'arrivée de Lionel Jospin au pouvoir. Oui, c'est ça. Hein, c'est 97, c'est la gauche plurielle qui est idéologiquement verte d'aujourd'hui, si je peux dire, et puis qui a des tas de fantasmes et qui vont essayer d'appliquer leurs fantasmes. C'est la gauche qui a tué l'industrie en France. Parmi ces fantasmes, il y en a un qui est horrible, pour moi, c'est de dire le travail va être partagé. Or, nous sommes dans un siècle où, effectivement, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui que... on est unique, chaque individu est unique et il est capable de faire des choses. Et c'est pour ça qu'il a cette volonté individuelle de s'épanouir. Et on lui dit non, le travail c'est pas ça, le travail c'est épouvantable et on va le partager. Alors toi tu es là le matin, l'autre il est là le soir, non, etc. Toi tu fais des RTT, tu t'envoies 3 ou 4 mois, etc. C'est pas grave, etc. Donc on lui dit le travail c'est pas le sujet. Or le travail c'est le sujet. Qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui, Loïc Le Floch-Préjean, quand on a vu à travers le prisme justement de la réforme des retraites, on ne comprend plus trop le rapport le gouvernement, l'exécutif ne comprend plus trop le rapport des Français au travail. C'est ce qu'on paye aujourd'hui. On paye 97. On paye 97. Alors j'essaie de formaliser. Donc c'est plus insidieux que ça, c'est plus progressif, c'est plus tard. Mais fondamentalement, à un moment, on a une idéologie sur le travail qui est le travail peut se partager. Il y a une quantité de travail qu'on va partager entre les individus, peu importe, on va arriver, alors on passe et on pense à la semaine de 4 jours, bientôt la semaine de 3 jours, la semaine de 2 jours, etc. Et moi, sur les machines, c'est un peu ironique, oui, sur les machines, qu'est-ce que j'ai? J'ai des gens qui savent et des gens qui savent pas. Et si jamais le type qui sait, il est en RTT, ben la machine ne tourne pas, point. C'est ça la réalité. Est-ce que selon vous, on peut inverser la tendance ou est-ce qu'on est sur une pente il faut. Si jamais. Et comment? Mais d'où va venir le sursaut? Si jamais je parle, c'est parce que j'ai envie d'un sursaut, j'ai envie que les gens comprennent, j'ai envie que l'industrie se remette au bout du jour, vraiment. C'est-à-dire pas dans les mots, dans les faits, qu'on comprenne que l'histoire, par exemple, qu'on raconte dans les journaux que vous connaissez, à savoir la France doit être une industrie à haute valeur ajoutée, des produits de haute valeur ajoutée, c'est complètement idiot. C'est-à-dire, moi, je fais des produits qui sont simples, mais je les fais avec des robots, du numérique, etc., de façon à ce qu'ils soient bon marché. Et par conséquent, que j'ai des clients. C'est ça mon sujet. Mais quelle est la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, je la crée par les instruments nouveaux qui sont à ma disposition, les nouvelles technologies. Mais j'utilise les nouvelles technologies. Donc il n'y a pas de mauvais produits et de bons produits. Quand j'entends aujourd'hui parler du plastique, en disant plastique bashing, il faut enlever le plastique, etc. Heureusement qu'il y a du plastique. Le plastique va augmenter par 2 dans les 5 ans qui viennent dans le monde. Pourquoi? Parce que le plastique, c'est la santé, c'est la capacité de régler les problèmes de mortalité infantile. Expliquez-moi comment vous faites du plastique. Alors, quel est le plus gros problème? C'est un vrai sujet. Si vous deviez résumer le plus gros problème de notre pays, est-ce que vous dites qu'on ne produit plus suffisamment? Absolument, c'est ça. Vous étiez un pays de producteurs, quand même. Et on ne produit plus agriculturement, c'est-à-dire qu'on est en train de supprimer l'agriculture dans des conditions absolument folles, que je vois, puisque je suis breton et je suis quand on enlève le dernier insecticide pour les pommes de terre, soudain les types disent on ne va plus faire de pommes de terre. Je dis, comment je dis à mes amis agriculteurs, mais comment? Non, on ne peut plus faire de pommes de terre maintenant en Bretagne. Je dis très bien, mais comment on mange en Bretagne? On fait des pommes de terre. Bon. Et tout comme ça, c'est-à-dire, le producteur est mal vu. Et on a le sentiment que depuis un certain temps, là, c'est arrivé au moment où on a dit fabless, c'est-à-dire attention, pas d'usine, on a l'impression qu'on va pouvoir fabriquer des choses avec des algorithmes, avec des applications, que l'industrie c'est ça, et c'est pas ça l'industrie, c'est faire les produits. On a besoin de produits agricoles, on a besoin de produits de la pêche, on a besoin de produits industriels, et il faut les faire. Mais quelle est la... Et c'est à nous de les faire. On n'a pas une délégation à la Chine de la fabrication. On ne dit pas, monsieur Xi, c'est vous qui devez faire, et nous on va penser. Non, le faire et le savoir-faire sont des notions claires. C'est-à-dire que si je fais, je sais faire. Si jamais je ne fais pas, je ne sais pas faire. À vous écouter, la France est devenue un pays de feignants. Non. Il y a énormément de gens qui ne sont pas feignants, il y a énormément de gens qui veulent travailler. Simplement, on les empêche de travailler. Faites-vous le procès? C'est ça le sujet. Est-ce que vous faites le procès d'une classe politique ou le procès d'un pays?
d'une classe politique et d'une classe administrative. C'est-à-dire de gens qui ont perdu la notion du bien commun, qui ont une idée. Gauche-droite confondue. Quoi Gauche-droite confondue, bien sûr. Il y a pas, non, c'est bon. Alors après, il peut y avoir des variations personnelles. On va en parler. On va en parler de la manière avec laquelle Emmanuel Macron moi, je ne comprends pas comment, étant industriel, j'ai des gens en face de moi qui sont de l'administration et qui sont contents si je ferme ma société. Je ne comprends pas pourquoi. Ils devraient être là en disant « j'ai envie que vous trouviez les moyens de garder l'usine ». Je me suis fait féliciter dans un endroit que je ne dirais pas parce que j'avais fermé. Par le préfet, par l'administration. On est venu vous dire félicitations, l'usine a fermé ? Pas eu un mot. J'ai pas eu un mot nulle part. Pas eu un mot nulle part. Et on m'a dit, oh non, vous avez bien fait, parce que vraiment, c'était ça. Là où il y a eu des félicitations et même des applaudissements, c'est quand il y a eu la fermeture de Fessenheim, vous en avez parlé. On connaît votre expertise dans le domaine énergétique. Là, c'est un vrai sujet où on peut s'interroger véritablement sur le gâchis c'est humiliant. C'est une humiliation. C'est une humiliation. C'est une humiliation. C'est-à-dire, la fermeture de Superphénix et la fermeture de Fessenheim, c'est une humiliation. C'est-à-dire que c'est une incapacité des ingénieurs, dont je suis, à expliquer à la population et aux politiques la réalité. C'est une humiliation pour nous. Donc il fallait à ce moment-là un sursaut des ingénieurs. Je ne suis pas en train de dire tout le monde a tort, mais je dis, nous ingénieurs, il fallait qu'on réagisse beaucoup plus fort que ce qui a été fait. Et mes collègues ont été faibles. Ils n'ont pas porté la parole à l'intérieur de l'organisation patronale. Donc il n'y a pas eu d'opposition du MEDEF sur Fessenheim. Il aurait dû y en avoir une. Comme aujourd'hui, sur le prix de l'énergie, il devrait y avoir une position du MEDEF, etc. Donc je crois qu'il y a un sursaut à avoir et les industriels doivent avoir ce sursaut. Alors justement, pour qu'il y ait sursaut, il faut être d'accord sur le diagnostic de la situation. C'est peut-être ça qui pêche également. On va continuer à en parler avec vous, Loïc Le Floch-Préjean. Également votre regard sur la méthode de gouvernance actuelle en France sur différents sujets. On se retrouve sur Europe 1 et CNews dans quelques instants. Merci de nous suivre avec notre invité Loïc Le Floch-Préjean, son regard sur l'état du pays, la place de la France dans le monde. Nous allons en parler dans quelques instants, notre industrie et puis aussi évidemment la manière de gouverner ce pays. Loïc Le Floch-Préjean, vous avez connu de nombreux présidents de la République, vous avez dirigé plusieurs fleurons français, notamment sous François Mitterrand. Que pensez-vous, de manière assez large, de la méthode d'Emmanuel Macron ? Alors, j'ai connu des gens fascinants. J'ai commencé avec Pompidou, et puis ensuite Giscard, Mitterrand, Chirac. Et disons que ce qui me frappe, c'est le jugement qu'on porte sur la compétence et la capacité des individus à diriger un pays et à diriger tout court. Et les gens ne se souviennent pas de la réalité de la façon de gouverner de Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand. Ils n'étaient pas en train de dire qu'ils étaient intelligents, qu'ils savaient tout sur tout. Pas du tout. Ils ne savaient rien sur rien. Et lorsque De Gaulle décidait, on dit voilà, De Gaulle a décidé de faire le nucléaire, pas décidé de faire le nucléaire. Il y a quelqu'un qui est venu voir et puis qui lui a dit vous avez fait le nucléaire militaire, il faudrait faire le nucléaire civil. Et puis à la fin, il a dit oui, c'est vrai, c'est ça qu'il faut faire, etc. Pompidou, c'était un grammairien. Il avait des connaissances techniques sommaires. Donc Mesmer était un historien, un peu militaire, donc il ne connaissait rien non plus. Quel point commun ? Une vision, mais il avait la vision, et il écoutait les gens, et il essayait de comprendre. Et peut-être une culture générale. C'est ça. Quoi ? Et peut-être, parce que vous avez une vision, mais ils avaient peut-être aussi une culture générale qui leur permettait d'appréhender les problèmes. Et ils avaient une culture historique très profonde, et le sentiment d'être dans la continuité historique de quelque chose. Et alors, il y a une rupture avec cela ? Il y a une rupture. La rupture, c'est à un moment, je pense que, alors, moi, je suis très dur avec le président Chirac, parce que je considère que il était très bon pour gagner les élections et pas très bon pour gouverner. Donc, et c'est ce que disent, certains disent la même chose, Emmanuel Macron, très bon pour gagner, moins pour exercer le pouvoir. Et certains lui reprochent même, Loïc Le Floch-Préjean, de ne pas sentir quand même la France. Est-ce que vous comprenez un tel procès ? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a un moment
où si jamais on n'a pas l'expérience, il faut l'avoir avec des gens qui vous entourent. Et par conséquent, lorsque... Encore faut-il être entouré. Et faut écouter être les autres. entouré. Et je pense que l'entourage est, par définition, dans l'exercice du pouvoir, qu'il soit d'entreprise ou de pays, est critique. Oui. C'est-à-dire que si jamais on n'est pas entouré de gens qui vous disent non, là vous avez tort, vous avez tort, là, si vous êtes entouré de béni oui, vous êtes cuit. Bon. Et donc, la façon dont De Gaulle, Pompidou, Giscard ou Mitterrand, cela je peux dire comment je les ai suivis, c'était un œil critique sans arrêt avec des gens qui étaient là en disant mais non, c'est pas ça, c'est ça qui va ça. Et derrière, une culture de l'histoire. Une culture de l'histoire. Voilà. Vous êtes en train de nous dire que Emmanuel Macron n'écoute pas, quoi, en fait, oui. qui vit dans sa bulle. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. C'est-à-dire que si jamais, c'est-à-dire que je ne conçois pas que un président de la République puisse dire une ânerie aussi importante que celle sur les centrales nucléaires avec l'eau. C'est-à-dire dire on va recycler l'eau des centrales nucléaires. Pourquoi c'est une ânerie? C'est une erreur parce que vous voyez bien quand vous avez une centrale nucléaire, vous avez la vapeur d'eau qui s'en va. Vous avez remarqué qu'il y avait un peu de vapeur d'eau centrale nucléaire. La vapeur d'eau, dans l'eau, elle s'en va. Elle s'en va, elle est pure, elle s'en va. Donc c'est une ânerie. Donc je ne peux pas concevoir qu'on puisse faire un discours basé sur le recyclage de l'eau nucléaire. Et ça veut dire quoi? Qu'il y a des lobbies quelqu'un qui soit autour là du président et qui dise non mais il y a un sujet là vous dites. Et comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a, parce que vous le savez un petit peu, vous avez dénoncé depuis quelques années une sorte d'entrisme, si je peux utiliser cette expression, des lobbies antinucléaires au sommet, jusqu'au sommet de l'État. Ils restent, ils sont là, ils s'incrustent, ils sont aujourd'hui présents partout, dans tous les interstices de la vie. Et c'est eux qui dominent la pensée d'un grand nombre de journaux, mais aussi de l'agence de sûreté nucléaire et surtout de l'IRSN. Donc c'est une gangrène là, que vous décrivez. L'Institut de recherche de sûreté nucléaire, ce sont des antinucléaires. C'est des gens qui ne voudraient pas qu'il y ait des centrales nucléaires qui soient faites. Et c'est la raison pour laquelle nous patinons dans la construction des centrales nucléaires. C'est parce que nous faisons les centrales nucléaires en Chine en 5 à 7 ans et nous disons qu'en France, on les fait en 15 ans. C'est les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ASN et l'IRSN. Loïc Lefebvre-Prigent, le président Macron, il a quand même relancé le nucléaire. Non, il a parlé. Encore une fois, attention de ne pas prendre... Oui, c'est normal, vous êtes dans la parole, et moi, je suis en train de parler. Donc, je veux dire, voilà, alors, il parle bien. Mais attention à regarder les actes et non pas les paroles. Et aujourd'hui, quelles sont les décisions Il y a une loi qui sont prises qui est en discussion, qui vient d'être votée. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a de l'argent sur la table? Est-ce qu'on a enlevé le marché de l'électricité permettant de financer les centrales nucléaires? Aujourd'hui, le marché de l'électricité n'existe pas pour le solaire et l'éolien. Vous avez compris? On vous dit le marché de l'électricité? Non, il n'existe pas. Bon, il n'existe pas à l'étranger non plus lorsqu'on veut faire des centrales. Il n'existe pas en Angleterre, il n'existe pas aux États-Unis. Donc il n'y a pas de marché. Bon. Nous, on fait un marché, on dit on reste sur le marché, on reste sur le marché. On pourra construire des centrales nucléaires quand on les financera. Comment on peut les financer? Lorsque on aura un tarif garanti. C'est comme ça qu'on finance des trucs à 2 à 3 milliards, on les finance avec un garantie. Donc on enlève le marché. Bon, donc on aura un tarif garanti. Où est le mécanisme qui permet de dire aujourd'hui, je lance le financement? Et si jamais je ne lance pas le financement, qu'est-ce que je fais? Je fais des paroles. Donc depuis 2 ans, on parle. Alors, vous avez le sentiment qu'on agit. Alors qui agit? Les industriels agissent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va venir et ils disent, je vais quand même me préparer. Mais je me prépare. Pourquoi? Parce que j'ai un marché qui est en Chine, j'ai un marché qui est en Russie, on oublie, j'ai un marché qui est en Finlande, que on va terminer, et j'ai un marché en Angleterre. Donc j'arrive à avoir de l'argent, et par conséquent, je vais me préparer à ce qui va arriver. Mais qui prépare? Est-ce qu'il y a un Français est-ce qu'il y a un type qui est là, qui est monsieur, qui va organiser le nucléaire et qui va... Vous êtes un peu de mauvaise foi quand même, parce que le nucléaire, il y a eu un revirement. Il y a eu un revirement, oui, de parole. Et ce revirement de parole est important, je l'admets. Mais les paroles, maintenant, c'est l'acte. Moi, je suis industriel, je cherche l'efficacité. Où est l'argent? Où est l'individu ou les individus qui commandent? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on va faire des centrales nucléaires, 6 centrales nucléaires dans les prochaines années, avec aucun directeur de projet? Où sont les directeurs de projet? Depuis le début de notre entretien, vous revenez toujours sur une thèse qui revient. Vous dites, on parle,
Et le commun des Français, le des mortels, ça dit, ils parlent donc ils agissent, mais les actes ne suivent pas les paroles. Absolument. Est-ce que de ce point de vue, on peut dire que la France politique vit d'une forme d'illusion, coupée de la réalité, et les Français participent à cette illusion? Absolument, ils participent à cette illusion parce qu'on leur dit voilà c'est bien, voilà c'est bien, voilà c'est bien. Voilà, bon, donc ils participent, ben oui. Et on manipule très très bien. Ça, je reconnais. Simplement, pendant ce temps-là, moi, ce que je constate, c'est qu'on a diminué de façon importante le potentiel industriel de la France et qu'on continue à le faire et que le nombre d'entreprises qui ferment à cause du prix de l'électricité est extrêmement important aujourd'hui. On n'a rien fait. On n'a rien fait sur le sujet. Moi, j'ai dans mes PMI, j'ai une pauvre entreprise qui payait 60 € le mégawattheure, qui paie 600 aujourd'hui. Je me débat depuis maintenant 1 an pour dire c'est pas possible que je paie 600 parce que je mets la clé sous la porte. Mais j'ai pas de répondant. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Ça doit se régler au niveau européen. On avait beaucoup parlé du marché européen de l'électricité, puis le sujet, on est passé à autre chose. Voilà. Un sujet chassant Voilà, l'autre. on zappe. Alors, sur la retraite, on va zapper, mais le sujet de l'énergie, il reste là. Hein, c'est-à-dire que les boulangers alors moi, j'ai le télégramme de Brest et de l'Ouest de façon régulière, hein, parce que c'est le journal de chez moi. Bon, ben, je vois bien les boulangers qui ferment. Hein, quand vous allez au Fawet, ben, le type au Fawet, il a dit non. Mais finalement, Loïc Le Floch-Préjean, depuis le début de ce grand rendez-vous, vous décrivez aussi un système politique qui est déconnecté, avec un lien distendu avec les Français et la vraie réalité des Français. Est-ce que pour vous, la politique doit être une affaire de professionnels de la politique, de gens qui labourent le terrain, qui sont à portée d'engueulade, comme on dit, et qui connaissent tout ça? Il faut un peu de professionnalisme quand même. C'est-à-dire qu'on peut pas s'improviser. On peut pas s'improviser nulle part. Hein, de la façon, dans l'industrie non plus. Alors, on peut être amateur, à un moment, on dit j'ai envie de faire quelque chose. Bon, alors, ce quelque chose, c'est en principe, le type, il devient maire, puis parce qu'on lui dit, mais non, tu serais bien comme maire, etc. Il devient maire, puis après... il y avait des députés maires, il y a des députés maires. Des sénateurs. Et je pense qu'un des soucis de notre pays aujourd'hui, c'est que les députés ne sont plus maires et que l'ensemble de la classe politique s'est complètement déglingué. On a aseptisé Complètement. Et ça, disons que ce mécanisme qui consistait à avoir des députés maires, des gens qui étaient dans la région, etc., était un mécanisme absolument indispensable. Et le fait de l'avoir enlevé est une erreur capitale. Alors ça fait partie des erreurs 97, parce que l'origine est bien là. En 97 toujours. Hein. L'origine, dire maintenant, attention, parce que il y a cumul des mandats, par conséquent, il va falloir travailler sur le cumul des mandats. Il faudrait pouvoir cumuler de nouveau les mandats. Il faudrait pouvoir les cumuler de nouveau, selon vous. Ça serait faut revenir aux députés maires. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Vous avez aujourd'hui des leaders politiques importants, dont celui dont a parlé Mathieu tout à l'heure. Qui étant président de région, sont nulle part. Donc il y a bien un sujet. Hein, il faut la parole de David Lisnard aujourd'hui comme président de l'Association des maires de France, qui est écuménique à l'intérieur de j'en sais quelque chose. Bon, c'est une parole qui porte, mais elle n'est pas à l'Assemblée nationale. On voit bien que notre système a décroché à ce moment-là. Parce qu'on a cumulé des mandats. Pourquoi cumuler des mandats? Ils gagnent trop d'argent. Alors on part sur l'argent, on est allé chercher l'argent partout, la transparence. Loïc Le Floch-Préjean, on va marquer une pause et puis évoquer votre regard de la France, mais par rapport au reste du monde, parce que nous avons beaucoup parlé évidemment de notre pays. Comment nous sommes perçus aujourd'hui? Vous connaissez bien le continent africain, vous y avez été, vécu et tout cela, et vous allez nous dire comment aujourd'hui nous sommes perçus, est-ce que nous sommes remplacés, notamment par les Chinois et les Russes? À tout de suite. Et surtout notre invité, Loïc Le Floch-Préjean, vous restez le Français ou l'un des Français les plus connus en Afrique, à la fois, disons-le, pour de très bonnes raisons, et puis aussi pour des procès retentissants des affaires. Et je voudrais qu'on évoque surtout aujourd'hui votre regard, Loïc Le Floch-Préjean, sur la place de la France sur le continent africain et plus largement dans le monde. D'abord sur le continent africain, c'est large, mais comment est-ce qu'on est perçu aujourd'hui, de votre point de vue? Je pense qu'on est mal perçu parce que on n'a pas bien travaillé sur la conception du monde et notre conception vis-à-vis aussi bien du Maghreb, de la Libye que de l'Afrique subsaharienne. Je crois que l'essentiel de la France, c'est la connaissance intime des cultures africaines. Et ça,
on est, je dirais, imbattable sur le sujet. Donc, nous sommes complètement dans une grande partie de notre population, et oui, dans des régions que vous n'imaginez pas, comme la Bretagne, où Kofi Annan est devenu maire à côté de Brest. On a une culture africaine profonde, et un mélange culturel profond, et on comprend la manière dont ces cultures africaines se sont développées, et on les respecte profondément. Hein, il y a énormément d'études africaines qui sont... C'est là notre richesse. Et cela va continuer. C'est-à-dire que nous sommes influents parce que les gens ont envie de nous. Nous restons influents parce qu'on est influents on parce a que les envie gens, de nous, dites-vous. de notre culture. Pourtant, il y a une forme de ressentiment. De notre culture. Alors, l'autre côté, il y a pile de face, et puis l'autre côté, c'est qu'on a cru, et on nous a un peu forcé la main. C'est-à-dire que les Américains, comme les Européens, ont dit non, c'est quand même votre royaume, il faut que vous... On nous a pris comme force d'intervention à l'intérieur du continent. Alors ça, c'est bon. Alors, force d'intervention, pour moi, c'est directement force d'occupation derrière. Et donc, vous faites un lien, pardonnez-moi, vous faites un lien aussi direct, c'est-à-dire parce qu'on intervient, et souvent il faut le dire, pour lutter contre le terrorisme et au prix du sang pour nos soldats également, alors on est vu forcément comme une absolument, force... parce qu'on reste. Et il faut savoir partir. Et donc là, on s'est installé et on devient force d'occupation. Pour des tas de raisons, essentiellement, parce qu'il y a une différence profonde financière entre les soldats qui sont là-bas et les types qui sont sur le terrain. Donc, la direction financière conduit à des agissements. Et donc, il fallait comprendre ce phénomène et essayer soit d'intégrer beaucoup plus les pays européens et les États-Unis, soit se mettre toujours en disant c'est nous. Loïc Le Floch-Prigent, quand on est intervenu au Mali, qui est venu avec nous? Personne. Par conséquent, il fallait savoir se retirer. Et au Mali, on s'est retiré. On n'a pas le choix. On s'est retiré, et le ressentiment anti-français, même le sentiment anti-français ou anti-blanc. Le ressentiment est venu du fait, que nous ne sommes pas partis assez vite. Il faut savoir, parce qu'on a voulu manipuler derrière les remplacements de chefs d'État au Mali. Nous n'avons pas d'illusion. C'est bien ça qu'on a fait. On a voulu faire. Et ça, c'est pas notre problème. Et donc, il faut. Mais alors, si jamais on a ce bagage culturel, il faut revenir à qu'est-ce que ça peut être la démocratie en Afrique? Est-ce que ça peut être une démocratie qui ressemble à la nôtre, avec les élections, avec grand succès, que nous connaissons, avec beaucoup d'abstention, etc. Est-ce que c'est ça que nous proposons à l'Afrique, ou est-ce que c'est leur démocratie qu'il faut qu'ils construisent avec notre aide, mais notre aide culturelle? Et donc, il fallait mettre en avant notre culture, notre éducation, etc., et non pas les militaires. Et donc, nous avons fait un mauvais choix, et nous sommes apparus comme des gens qui voulaient arriver en Afrique et garder une mainmise sur la sécurité du continent avec des militaires. Mais vous noterez que les influences étrangères demeurent en Afrique. C'est plus celle de la France, c'est celle de la Chine, c'est celle de la Russie. Et de ce point de vue, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'une partie de l'Afrique se tourne vers de nouvelles références et que la France est simplement balayée? Elle se tourne économiquement. C'est-à-dire qu'économiquement, nous avons été incapables, compte tenu de notre endettement et compte tenu du fait que nous étions, c'est là on revient à la puissance que nous avons perdue, nous étions incapables de faire les efforts qu'il fallait que les Chinois, les Turcs ou les Américains pouvaient faire. C'est-à-dire que nous nous sommes dit, il faudrait que la Banque mondiale intervienne, la Banque mondiale intervienne, la Banque mondiale intervienne. Bon, la Banque mondiale, c'est 2 ans, 3 ans, etc. Et pendant ce temps-là, il y a l'Exim Bank de Chine qui arrive pour mettre l'argent sur la table, fini. Donc c'est ça qui a été notre faiblesse, c'est de considérer que nous pouvions rivaliser économiquement avec ces gens-là. On ne pouvait pas. Alors il fallait trouver autre chose. Quitter le terrain économique. Mais quitter le terrain économique, non. C'est quand même de profondément injuste, le Floch-Prigent, parce que par rapport au Mali, nous avons été, et nous sommes une force de projection. Je l'ai dit quand même, avec des pertes importantes, même si peut-être on est resté trop longtemps, mais nous avons... nous maintenons des intérêts qui ne sont pas... C'est complètement injuste. La situation actuelle au Mali, comme au Burkina Faso, etc., à notre égard, est complètement injuste.
Simplement, il faut balayer devant notre porte pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce que par conséquent on peut faire. Donc si on veut faire quelque chose, il faut revenir à l'éducation, la culture et aux besoins de tous ces pays, y compris les pays qui sont francophones, hein, ne trompez pas. C'est-à-dire l'Éthiopie, le Mozambique sont attirés par la France. Hein, c'est beaucoup plus large. Loïc Lefort, Et c'est ça qu'il faut faire. Et il faut arriver à oublier ce qui a été fait, mais je pense qu'on s'est fait avec bonté, avec générosité. Les militaires qui sont partis là-bas, j'ai participé à un certain nombre de choses là-bas. Donc et ils disaient, bon, il faut absolument qu'on sauve le monde. Enfin, donc, tout ça a été bien fait. Simplement, le chef d'État doit réfléchir à ce qu'il fait. Justement, et il n'y a pas eu cette réflexion, ni avec le chef d'État François Hollande, ni avec le suivant. Justement, quand Emmanuel Macron a été élu, il a fait des discours en disant qu'il voulait engager la France dans une nouvelle relation avec l'Afrique, que la France-Afrique c'était terminé. Est-ce que cette promesse a été tenue selon vous? Mais ça n'a pas de sens. La France-Afrique, c'est un concept journalistique. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu des réalités quand même, Loïc Lefort. Et certaines, vous les avez connues. Oui, mais c'est fini. Oui, mais c'est fini. Comme ça, le cordon a été coupé de manière aussi nette et franche. À l'heure actuelle, du point de vue économique, allez sur le terrain et vous allez voir que c'est fini. C'est pas le sujet. C'est plus le sujet. C'est plus le sujet. On peut dire maintenant encore pendant 10 ans la France-Afrique c'est fini, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a eu effectivement des liens difficiles au moment de l'union française et l'ensemble du phénomène de décolonisation, très bien, où l'économie française a voulu continuer à rester là-bas avec, en plus, le franc CFA qui n'a pas arrangé les choses du point de vue. Pour vous, c'est une autre étape, il faut reconstruire. J'aimerais qu'on évolue sur la perception de la France dans le monde, parce qu'il y a évidemment l'Afrique et son importance, il y a aussi ce qui se passe plus près de nous avec la guerre en Ukraine, et puis il y a une forme de recherche d'une troisième voie française. Emmanuel Macron a tenté cela en parlant de la Chine et Taïwan. Cela a provoqué une avalanche de critiques, mais pourquoi? Est-ce que pour vous, on est condamné à une forme de suivisme des Américains, ou est-ce qu'on peut trouver une troisième voie entre des blocs qui peuvent nous écraser? Il faut revenir à la puissance que nous pouvons avoir. Donc la puissance économique, nous l'avons particulièrement effritée. Et donc nous ne pouvons pas dire économiquement nous allons faire ci ou ça. Les Turcs ou les Russes ou les Chinois sont meilleurs que nous en la matière, et les Américains encore plus. Donc qu'est-ce que nous pouvons apporter? Nous pouvons apporter la voie de la culture française et de l'histoire française, et une continuité de l'histoire française. Cette continuité n'apparaît pas dans les propos du président de la République. Il n'apparaît pas lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de culture française, Reconnaissant qu'il est revenu sur cette phrase malheureuse. Alors, vous êtes les premiers à montrer, voilà ce qu'on vous avait dit. Alors, non, il a dit. Bon. Donc c'est très difficile aujourd'hui, mais c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que nous n'avons pas la puissance économique d'antan, et que par contre, nous avons une histoire qui doit permettre de nous mettre dans bonne situation dans tous ces pays. Et que pour cela, il faut que celui qui personnifie le pays, le chef d'État, ait cette continuité historique. Et il ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe quand. Il ne peut pas changer de position tout le temps. Il faut la continuité historique. Voilà ce que nous avons fait avec le général de Gaulle. Voilà ce que nous continuons à faire, et voilà ce que nous apportons au monde. Est-ce que vous n'êtes pas plus sévère ici? Emmanuel Macron, par exemple, au moment de la guerre en Ukraine, a cherché à se poser comme un interlocuteur de Vladimir Poutine pour éviter que le conflit d'abord advienne et ensuite ne dégénère. Est-ce qu'Emmanuel Macron, quoi qu'on en pense, ne cherche pas à incarner au moins partiellement cette troisième voie? Absolument. Il est dans cette continuité historique. Il est bien dans cette simplement, il ne faut pas qu'il dérape. Or, à partir du moment où il dérape sans arrêt, et où par conséquent on peut prendre un bout de ce qu'il a dit en disant regardez, il dit l'inverse de ce qu'il avait dit avant, après on est cuit. Et bon, alors, De Gaulle, il a fait des trucs incroyables. Il est allé en Canada dire le Québec libre. Absolument. Bon, mais attendez, non, mais je veux dire qu'on a droit. Vous faites plaisir à quelqu'un dans cette émission-là. Cherchez à qui? Je sais à qui. Peut-être finir avec un sourire, parce que c'est vrai que nous avons évoqué tout au long de cette émission des sujets importants, lourds. On a parlé du déclassement et du gâchis français. Malgré tout, vous ne semblez pas résigné ni défaitiste. Donc pas du tout. Si jamais je continue à faire de l'industrie, c'est parce que je pense qu'on peut en faire, mais qu'il faut
abandonner les dénis de réalité, abandonner le fait que tout est perdu, tout est fini, on ne travaille plus, abandonner tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des bons chefs d'entreprise en France aujourd'hui, il y a des gens qui se réveillent le matin très tôt et qui se couchent très tard. Il y a des gens qui... Bon, les directeurs de projet qu'on va avoir, j'espère, dans le nucléaire, c'est des gens qui vont passer 5 ans sans voir ni leurs femmes, ni leurs enfants, etc. Ils vont être... Un directeur de projet, c'est quelqu'un qui n'a ni jour ni nuit. Qui est sans être... On a ces gens-là. Donc on va faire confiance à l'intelligence collective. Voilà, à l'intelligence collective. Mais si jamais on est dans le déni de réalité et qu'on continue à dire non, il faut avoir la semaine de 4 jours, à 3 jours c'est mieux, puis 2 jours, etc. Si jamais on dit mais l'industrie c'est sale, c'est mauvais, si on continue à ne pas voir ce qu'il faut faire, à ne pas faire ce qu'il faut faire, on n'en sort pas. Et je reviens sur l'efficacité du chef d'entreprise, c'est-à-dire que lorsqu'on parle, il faut agir. Eh bien, très bien, on va finir sur cette conclusion pour laisser place à l'action. Merci Loïc Le Floch, président, d'avoir été notre invité ce dimanche. Merci à vous. Je remercie mes camarades, évidemment Stéphane et Mathieu. Et puis on vous souhaite un très très bon dimanche sur nos antennes.